Voici un résumé de La chair est triste, hélas, d'Ovidie. Pensez à vous abonner. Ovidie ouvre son texte par un avant-propos désabusé et lucide. Son livre n'est ni un essai théorique, ni un manifeste militant, mais un cri de colère, un exutoire, une écriture de la douleur et du désenchantement. Elle y déverse une rage née d'années d'aliénation et de désillusion face au rapport homme-femme. Le prologue marque le point de rupture. Un jour, dit-elle, je n'ai plus pu. Après des décennies passées à se conformer aux attentes masculines, à s'épiler, souffrir, plaire, simuler, elle décide d'arrêter. Elle fait la grève du sexe. Pas une abstinence morale ni une vengeance, mais un geste de survie, un refus du compromis constant exigé des femmes dans la sexualité hétérosexuelle. Cette grève devient une expérience personnelle et politique, une observation lucide de ce qui advient lorsqu'une femme cesse de se définir par le désir des hommes. Elle raconte comment, peu à peu, elle s'est détachée de cette servitude invisible, les fellations mécaniques, les rapports douloureux, la peur des grossesses et des infections, les attentes d'un plaisir fin. Elle décrit un univers où les femmes, dès leur jeunesse, apprennent à se rendre désirables, à être des corps offerts, évalués selon leur baisabilité. Le sexe, dit-elle, n'est souvent qu'une forme de travail gratuit, une transaction tacite où la femme donne sans rien recevoir. Ovidie déroule alors une critique acérée de la logique économique de l'hétérosexualité. La beauté, la jeunesse, la disponibilité deviennent des monnaies d'échange. Les femmes, dit-elle, sont des putes gratuites. Elles se vendent sans salaire pour de l'amour, de la sécurité ou de la reconnaissance. Et si les prostituées dérangent tant, c'est qu'elles révèlent la vérité nue du système. Le sexe, dans notre société, est toujours une transaction. Cette prise de conscience l'amène à interroger la notion même de plaisir féminin. Elle raconte ses expériences, le décalage entre les gestes masculins mécaniques et l'absence d'attention réelle, la simulation devenue réflexe. Elle dénonce la manière dont les hommes confondent désir et domination, plaisir et performance. Elle se souvient de ses années de tournage ou de camgirl, où elle voyait à quel point le regard masculin consomme le corps féminin, exigeant qu'il se conforme à un fantasme uniforme, celui d'une femme toujours consentante, toujours excitée, jamais rassasiée. Son burn-out du sexe s'accompagne d'une redécouverte d'elle-même. Elle se masturbe, elle jouit seule, sans honte. Elle découvre une autosexualité apaisée, débarrassée du regard masculin, où le plaisir cesse d'être spectacle pour redevenir sensation. Cette autonomie du désir est pour elle une forme d'émancipation radicale, se donner du plaisir, sans le devoir d'en offrir. Mais cette libération n'est pas sans coût. Elle questionne la valeur sociale des femmes dans une société qui les définit par leur capacité à séduire. Que vaut une femme qui ne sert plus? À 40 ans, elle mesure la violence du regard social sur le vieillissement féminin, cette date de péremption qu'on leur impose. Le corps féminin devient terrain de bataille. Épilation, chirurgie, régime, tout concourt à entretenir le mythe de la femme objet parfaite. Dans des pages d'une grande force, Ovidie décrit la compétition intrasexuelle entre femmes, alimentée par la peur d'être remplacée. Nous jalousons, écrit-elle, parce que nous sommes dressés à nous comparer, à chercher validation dans les yeux d'un homme. Ce conditionnement nous détourne de la solidarité féminine, et elle appelle à une sororité libérée des dictates du désir masculin. Elle évoque aussi la grève de la séduction. Certaines femmes de son entourage, jeunes ou mûres, cessent de se maquiller, de s'épiler, de s'habiller pour plaire. Elles se réapproprient leur corps, fatiguées d'être façonnées pour autrui. Ce mouvement, dit-elle, n'est pas une mode, mais une rupture civilisationnelle, un refus collectif, souvent inconscient, d'un modèle hétérosexuel basé sur la domination. Le livre s'ancre aussi dans l'époque post-MeToo. Ovidie voit dans cette onde de choc une prise de conscience planétaire. Toutes les femmes, à des degrés divers, ont été violentées, méprisées, humiliées sexuellement. Comment continuer à désirer les hommes, demande-t-elle, quand on réalise qu'ils incarnent si souvent nos agresseurs? Elle ne prône pas la haine, mais la lucidité. La reconstruction du désir passera par la déconstruction du masculin. L'autrice observe alors, avec une ironie mêlée de tristesse, que beaucoup d'hommes prétendument déconstruits continuent à baiser comme des machos,
Ils militent dans la rue et dominent au lit. Elle souligne que les féministes ne sont pas mal baisées. Elles sont maltraitées par des hommes qui ne savent pas faire l'amour. Sa formule choc résume son propos. Je ne suis pas mal baisée parce que je suis féministe. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Ovidi interroge aussi la douleur normalisée du corps féminin. Des règles aux accouchements, tout est conçu pour que les femmes endurent sans se plaindre. L'industrie médicale et pharmaceutique, dit-elle, soigne la virilité mais néglige la souffrance féminine. À eux le Viagra, à nous le tube de gel. Son regard sur les relations lesbiennes ou entre femmes est différent. Elle y décrit de la tendresse, de l'attention, et l'empathie physique absente chez la majorité des hommes. Elle y voit la preuve que la douleur n'est pas une fatalité. Elle découle d'un système, pas du sexe. Le texte évolue ensuite vers une réflexion plus large. Sortir de la sexualité hétéro et pas fuir le désir, et refuser un modèle. Elle parle d'autosexualité, de désintoxication du regard masculin. Ses fantasmes changent, elle ne pense plus aux hommes, et à des femmes, à des corps trans, à des identités mouvantes. Se libérer de l'hétérosexualité, dit-elle, c'est se libérer du rôle imposé. Ovidi n'est pas seule. Elle observe autour d'elle des femmes de toute génération qui renoncent, lassées, blessées ou simplement en quête d'autre chose. Des femmes qui ne sont ni frigides ni aigries, mais fatiguées d'un système où le sexe est douleur et déception. Vers la fin, le livre prend des accents presque mystiques. Elle parle des nonnes, de la vie en non-mixité, de cette paix qu'elle imagine entre femmes. Pour elle, les sœurs cloîtrées sont les premières féministes. Elles ont trouvé la liberté dans la sororité et le retrait du monde masculin. Enfin, Ovidi conclut avec une lucidité désarmante. Elle n'a pas renoncé à aimer ni à désirer, mais elle veut désirer autrement. Sa grève n'est pas un renoncement, mais une reconquête. Elle veut réapprendre à vivre, à jouir, à penser hors d'un cadre patriarcal. Elle appelle les femmes à reprendre possession de leur corps, de leurs plaisirs, de leurs pensées, à sortir du mensonge collectif selon lequel l'hétérosexualité serait naturelle et heureuse.